Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo histoire, c'est un petit rendez-vous maintenant, et n'ayons pas peur des mots, aujourd'hui on va parler d'une incontournable. À titre personnel, vous avez le droit de froncer les sourcils, mais j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi Beyoncé était si importante et qu'est-ce qu'elle avait fait pour se démarquer autant des autres femmes dans la musique. Parce que ces gens-là font partie de la pop culture, tu grandis, ils font partie du paysage, et si on se pose pas forcément la question, on s'en fout du pourquoi du comment. Donc j'espère que vous aussi vous allez en apprendre un petit peu plus, peut-être comprendre un peu mieux qui est Beyoncé. Avant que cette vidéo commence, sachez qu'elle est sponsorisée par Sailly. Alors oui, c'est un nouvel arrivant chez les partenaires de cette chaîne, mais pas trop non plus, puisque Sailly c'est une nouvelle application conçue par Nord Security. Sailly en gros c'est une application eSIM. Explication concrète. Cette année, c'est encore un secret, mais ça fait quelques mois que je tourne une série documentaire, dont j'aurai l'occasion de vous en reparler l'année prochaine. Sans dévoiler quoi que ce soit, j'ai dû bouger dans plusieurs régions du monde très différentes, et donc du coup j'ai pu tester l'application par moi-même. Le principe est simple. Une eSIM, par définition, c'est une carte SIM dématérialisée, donc directement dans ton téléphone. C'est pratique parce que tu n'auras pas à acheter une SIM en last minute, ou de chercher le petit truc en fer là qu'on perd tout le temps pour changer de SIM. Ça peut t'empêcher aussi de chercher une Wi-Fi ou de tout simplement payer un forfait à rallonge pour avoir de la connexion internet en dehors de France. Tu as plein de forfaits abordables dans plus de 160 pays à travers le monde, et ne vous en faites pas, c'est compatible iPhone et Android. Bref, c'est tout simple, t'installes l'application Sailly et une eSIM sur ton portable. Et juste avant de voyager, tu choisis le pays où tu vas et l'option qui te plaît, et comme ça quand t'atterris dans un pays, déjà tu seras connecté au réseau local, et tu ne recevras pas ce petit SMS qui te dit instantanément que tu n'as plus de forfait et que ça t'a coûté 40 balles. J'ai une petite remise pour vous exclusive de 15% sur votre eSIM Sailly avec le code SEB. Je vous mets tous les petits liens en description, profitez-en si vous avez prévu de voyager peut-être cette année ou l'année prochaine, ça coûte rien d'anticiper un petit peu. En tout cas, merci à eux de sponsoriser cette vidéo, de soutenir la chaîne, et sur ce, passons à la vidéo. Il y a pas mal d'artistes qui doivent se demander quelle est la bonne recette pour passer de l'anonymat à la gloire. Il faut du travail, du talent, mais ensuite... Au niveau de la technique vocale, Beyoncé était clairement favorisée, mais c'est le cas de tellement de jeunes chanteuses. Alors quel a été son secret pour percer, devenir cette icône du féminisme, de l'antiracisme, de la cause LGBT, tout ce qu'elle représente aujourd'hui? On va voir que Beyoncé a surtout su comment exploiter son talent dès l'enfance, grâce à un tempérament, une maturité et une personnalité unique. L'ex-chanteuse des Destiny Child n'est pas simplement née pour devenir une star, ou la meilleure défenseur des opprimés, elle a juste fait en sorte de le devenir. Voici l'incroyable histoire de Beyoncé. Hi, my name is Beyonce. Beyonce Giselle. I don't know if I'm the queen of anything yet. Ready? I'm working towards that. Thank you. Breaking the record for the most Grammy wins of all time. Voici Beyoncé Giselle Carter-Knowles. Elle est née le 4 septembre 1980 à Houston, au Texas. Alors Beyoncé, écoutez, c'est la fille de Matthew Knowles, originaire de l'Alabama, qui travaille à l'époque comme commercial, et de Celestine Ann Beyoncé, a.k.a. Tina, qui elle est née à Galveston au Texas, et elle est employée d'une banque. Le couple s'est marié en 1980, moins de 2 ans avant l'arrivée au monde de Beyoncé. Un an après la naissance de Beyoncé, un peu grâce à ça, Tina trouve le courage de quitter son travail pour ouvrir Headliners, son propre salon de coiffure, qui va rencontrer un immense succès. La famille en profite rapidement pour se reloger dans un quartier aisé de la ville, dans une grande maison de 6 chambres. Le 24 juin 86, naît leur seconde fille, Solange Knowles, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, puisqu'elle est elle aussi devenue chanteuse comme sa grande sœur. Petit aparté, mais qui a une petite importance pour la suite, vous l'avez peut-être remarqué, mais Beyoncé a comme prénom le nom de jeune fille de sa mère. Bon, c'est bizarre. Et au début, Beyoncé, normal, elle est pas très à l'aise à l'idée d'avoir un prénom qui a un nom de famille. Pourquoi pas me donner juste un prénom, en fait? Et vous allez voir que derrière ce choix étrange se cache une histoire familiale. Contrairement à ce qu'on peut lire très souvent sur internet, Tina n'a pas changé son nom de famille Beyoncé avec un I en Beyoncé avec un O pour le prénom de sa fille. Dans un podcast, elle explique que son frère Skip et elle sont les seuls membres de sa famille à s'appeler Beyoncé, tandis que tous les autres, y compris sa mère, s'appellent Beyoncé. Alors pourquoi? En fait, l'hôpital n'a pas correctement orthographié son nom à sa naissance. Agnès Beyoncé, la mère de Tina,
donc la grand-mère de Beyoncé, faut suivre, elle aurait tenté de le faire corriger, mais on lui aurait répondu que « Estime-toi déjà heureuse d'obtenir un acte de naissance ». Sous-entendu, les noirs n'en ont pas habituellement. Alors oui, pour l'anecdote, c'est bien de le rappeler, le nom Beyoncé avec un O doit son origine à juste une injustice raciale. Et ce genre de choses était malheureusement une norme dans les états du sud des USA, parce que dans les années 50, on est en pleine période de ségrégation, mais je vous refais pas un cours d'histoire. En plus de ça, le nom Beyoncé, avec un E accent aigu, a une origine française. Selon Tina, il ne s'agirait donc pas à la base d'une simple négligence, mais bien d'un acte délibéré pour lui retirer cet héritage qui, aux yeux de la société, ne collait pas du tout avec sa couleur de peau. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi Beyoncé a un nom d'origine française? Petite séquence généalogique. Beyoncé est la descendante d'une Bretonne née à la fin du 18e, qui a ensuite rejoint la Louisiane, qui est une ancienne colonie française aux États-Unis. Beyoncé a même d'autres ancêtres francophones, dont un héros militaire venu d'Acadie, une région à côté du Québec, et un baron originaire du Béarn, dans les Pyrénées. Tous avec des noms français. Quant au nom Beyoncé, il serait apparu dans l'arbre généalogique de la chanteuse, sous la forme Beyincé, par son grand-père maternel Albert Louis Beyincé, et Beyoncé a donc des origines créoles et françaises par sa mère. Voilà pour l'anecdote du nom. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce propos, et qui sont pas toujours vraies, donc c'était l'occasion aussi de rétablir une sorte de vérité. Et puis surtout, si je suis honnête, c'est que je sais que vous êtes très chauvin, et que c'est le genre d'anecdote que vous voulez, donc régalez-vous. Ce qui est moins cool par contre, c'est qu'elle a aussi une ancêtre esclave, autrement dit un ancien propriétaire d'esclaves a marié une esclave. Beyoncé avouera d'ailleurs dans un article de Vogue Magazine qu'elle a elle-même fait ses recherches sur sa généalogie et qu'elle a mis du temps à digérer la nouvelle. Et vous allez le voir que ça va avoir une vraie influence sur ses textes, sa musique et même ses visuels durant toute sa carrière. Beyoncé et Solange grandissent donc dans un environnement plutôt aisé et ils baignent déjà dans la musique. Tina et Matthew sont des fans de Barry White, de Marvin Gaye, de musique Motown qu'ils chantent à la maison. Donc ça va lui faire un peu son éducation. Elle essayait de danser avant même de savoir marcher. Et c'est justement par la danse que Beyoncé va faire ses premiers pas dans les domaines artistiques. Elle sera scolarisée à Sainte-Marie, une école primaire et maternelle catholique, où elle va suivre des cours aussi bien de ballet que de jazz. Mais la belle histoire nous raconte que c'est un concert de Michael Jackson de 86, auquel ses parents l'emmènent alors qu'elle n'a que 5 ans, qui va vraiment sceller son destin. How old was I? 5 years old. It was my first concert and it was his show. And that night I decided exactly my purpose. He's the reason I do what I do. Because I would have never experienced that magic if it wasn't for him. À partir de là, toute sa vie va tourner autour de la musique. Elle vend carrément des tickets pour des shows qu'elle donne, avec sa sœur, à la maison. Solange rapporte que Beyoncé s'entraînait sans relâche devant le miroir de sa chambre, et ce pendant des heures. Mais jusque-là, comme beaucoup de petites filles du même âge. Et contrairement à d'autres petites filles, Beyoncé elle est plutôt timide. Elle a été élevée dans la tradition méthodiste, qui est un courant du protestantisme. Beyoncé chante aussi pour la chorale de l'église, mais là elle est pas du tout à l'aise comme à la maison. C'est Darlette Johnson, sa prof de danse, qui va l'aider à s'assumer. Et c'est cette même femme qui va faire comprendre à ses parents que leur fille a un très gros potentiel. And she hit a note. I said, sing it again. And she sang it. And when her parents came to pick her up, I said, she can sing. You know she can sing. I'm like, yeah, you know, she sings around the house. I said, no, she can sing. She really can sing. Darlette croit tellement en elle qu'elle pousse ses parents à l'inscrire à 7 ans à des concours de jeunes talents. Si Beyoncé est rongée par le trac une fois sur scène, elle a 7 ans, c'est normal, ça n'en reste pas moins une révélation. Même ses parents hallucinent de ses performances. We're looking at each other, Tina and I, saying, this can't be Beyonce, our child. I said, there's something special about Beyonce when it comes to music. There's something special when she performs. Let things be hard living here in this brand new world might be hard then to see. She asked me backstage if I'd sign something for her, but frankly, I think I better get her to sign something for me now before she starts charging for it. Au total, Beyoncé va participer à une trentaine de concours et va tous les remporter. Ses parents l'encouragent car la scène devient l'endroit où leur fille peut vraiment se sentir elle-même. Et puis sa vie d'enfant continue. Ses parents lui achètent une machine karaoké. Et puis, comme ça suffit pas, en 89, ils vont embaucher un coach vocal. David Lee Brewer, un ténor d'opéra international. Ce mec va carrément vivre dans un appartement au-dessus du garage des Knowles. Et David raconte la première fois qu'il a entendu la voix de Beyoncé alors qu'elle n'avait que 8 ans. I looked at her and I said, "You're gonna be the biggest star in the world." And she went,
And that was the beginning of our work together. Bon, comme beaucoup de parents très investis dans le succès de leur enfant, on sait que ça peut aller trop loin. C'est à prendre avec des pincettes, mais Brewer, son coach vocal, raconte dans un livre que la maman de Beyoncé commentait tout ce qu'elle mangeait et lui ordonnait de faire des séries d'abdos tous les soirs en lui rappelant les sacrifices qu'elle devait faire pour devenir une star de la musique. Et dites-vous que ça, c'est rien par rapport à l'investissement du père. How do you feel as a parent now? Well, I'm very proud, not only of my daughter, but all of the girls. They work extremely hard, and it's a commitment to do this. À l'école, Beyoncé va se lier d'amitié avec Latavia Robertson. Les deux vont participer à une audition pour former un girls band et réussissent toutes les deux le test. À 9 ans, les voilà qui intègrent le groupe Girls Time avec 2 autres pré-ados. Et dès le début, Beyoncé est traitée comme le pilier et la chanteuse principale de la bande. Peu de temps après, Beyoncé va faire la rencontre de Kelly Rowland, une autre jeune fille passionnée de chant, et à cause de problèmes familiaux, Kelly trouve de plus en plus souvent refuge chez la famille Knowles, jusqu'à emménager un certain temps chez eux. Elle appelle Matthew, le père de Beyoncé, papa, et Beyoncé et elle se disent cousines. Donc par la force des choses, elle va rejoindre les Girls Time. En 93, patatras. Le groupe va subir leur première défaite à Star Search, le plus grand talent show de l'époque. The judges give champion Skeleton Crew 4 stars. A perfect score. The challenger Girls Time receives 3 stars. Skeleton Crew, champion once again. Bon, en même temps, le programme est aujourd'hui connu pour avoir fait perdre un paquet de stars en devenir. On peut citer Justin Timberlake, Usher, Christina Aguilera, Aaliyah, Britney Spears. Laissez-moi donc vous dire qu'ils ont un flair de merde. En fait, faut juste perdre à cette émission et t'auras peut-être tes chances. Quoi qu'il en soit, ça motive le groupe et le papa de Beyoncé, désormais co-manager, décide de les faire charbonner sans relâche. Et ça finit par payer, car la bande se produit en première partie de groupes de R&B populaires. En parallèle, le papa décide de réduire le groupe pour arriver à nouveau à un quatuor composé de Beyoncé, Kelly, Latavia et de leur dernière recrue, LeToya Luckett. Girls Time s'exerce notamment aux Headliners, le salon de coiffure de Tina. Matthew crée même une sorte de bootcamp pour les entraîner à danser, mais aussi à chanter. Pour vous dire à quel point le père de Beyoncé va prendre tout ça très au sérieux, en 95, il abandonne carrément son job de commercial pour les manager à plein temps et pour essayer d'obtenir un contrat avec une maison de disques. Sa démission va placer sa famille dans une situation financière très compliquée. Les parents de Beyoncé sont contraints de vivre dans des appartements distincts, ce qui n'arrange pas leur problème de couple. En 96, sur les conseils de Tina, ils choisissent le nom définitif de Destiny's Child, un nom inspiré de la Bible hébraïque et de l'Ancien Testament. En 97, le groupe signe chez Columbia Records. C'est l'une des plus grosses maisons de disques américaines, par laquelle sont passés des grands noms comme Céline Dion, Mariah Carey, Daft Punk, Adele et d'autres. À partir de là, tout va très vite. La même année, leur toute première chanson officielle en tant que Destiny Child, Killing Time, est intégrée à la bande originale du premier Men in Black. S'en suivra un autre single qui rencontrera un petit succès aux USA et au Royaume-Uni, et également un premier album éponyme en 98, Destiny's Child. Cet album atteindra quand même la 67e place au Billboard 200, le classement des albums les plus vendus aux États-Unis, donc on peut dire que c'est déjà un beau début. Mais c'est véritablement avec leur album The Writing on the Wall que le succès va devenir planétaire. Le disque se hisse à la 5e place et les singles Bills 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 et Say My Name, leur tout premier numéro 1, tournent en boucle sur le monde entier. Seule ombre au tableau, et pas des moindres, Latavia et LeToya soupçonnent le père de Beyoncé, Matthew Knowles, de magouiller financièrement et de favoriser Kelly et sa fille. Elle cherche alors à trouver un autre manager, évidemment ça va pas plaire au père de Beyoncé, qui va faire en sorte de les virer. On sent que le père veut garder la main sur tout ça. Dites-vous que les deux filles apprennent leur exclusion avec la sortie du clip de Say My Name, dans lequel elles sont remplacées par 2 nouvelles chanteuses, Farrah Franklin et bien sûr Michelle Williams. Au crédit du morceau, c'est bel et bien LeToya et Latavia qui chantent. Par contre, dans le clip, c'est pas elles. Dites-vous qu'elles l'apprennent en découvrant le clip et en se disant
Wesh, c'est qui elle? C'est pas moi. Et les problèmes ne sont pas pour autant réglés du côté des Destiny's Child, puisque Farrah Franklin finit par les quitter quelques mois plus tard, en raison selon elle de la négativité au sein du groupe. Ça fait penser à cet extrait de live où Beyoncé a le syndrome du main character. Oui, c'est pas très sportif de sa part, mais ça illustre plutôt bien la fin d'un esprit d'équipe. Le groupe se retrouve alors sous sa forme définitive fin 2000, avec le trio Beyoncé Knowles, Kelly Rowland et Michelle Williams. Le bilan de cette période mouvementée est étonnamment bon pour le groupe puisque The Writing on the Wall se vendra à plus de 11 millions d'exemplaires. C'est pas mal pour un groupe qui ressemble à un job d'été pour certaines. Les filles continuent sur leur lancée et sortent en octobre 2000 un nouveau titre pour un blockbuster américain, Charlie et ses drôles de dames, entre autres avec Cameron Diaz. Le single truste la première place du top américain de novembre à janvier 2001. C'était un record à la fois cette année-là, mais aussi dans toute la carrière des Destiny's Child. Alors oui, je dis record, mais soyez patients, il va en pleuvoir. La presse voit en Independent Woman un hymne à l'empowerment féminin. D'ailleurs, on peut dire que la nouvelle formation en trio tombe à pic pour le clip du single parce qu'il y avait un parallèle évident à faire entre le groupe et aussi les trois héroïnes du film. Les paroles sont claires dès le premier couplet de Beyoncé, elle y fait un clin d'œil à leur single Bills Bills Bills, sauf que cette fois c'est Beyoncé et non plus son mec qui paie ses factures. Déjà à cette époque, la chanteuse est impliquée dans l'écriture de quasiment tous les titres des Destiny's Child et en coproduit une bonne partie. Et si les autres membres de la bande étaient également crédités sur les paroles de The Writings on the Wall, ce ne sera plus le cas dans l'album suivant pour lequel Beyoncé prendra totalement les commandes. Mais avant de parler de cet album, il faut rappeler que l'année 2001 est une grosse année pour le groupe puisque les Destiny's Child remportent leurs 2 premiers Grammy pour Say My Name, dont celui de la meilleure chanson de R&B. Say my name, Destiny's Child. Oh gosh, I can't believe we're winning a Grammy, ladies. Tout va bien pour elle niveau carrière, même s'il y a quand même un contexte social à rappeler. On est début des années 2000, et la place des femmes noires est toujours plus ou moins un souci que l'industrie essaye de réduire. Elles sont ni représentées, elles ont moins de chance que les autres, et elles doivent faire le double d'efforts pour arriver au même stade que d'autres. Je vous apprends rien, par exemple, un fact assez connu, c'est que toutes les maisons de mode à cette époque refusent d'habiller Beyoncé et les filles dans leurs clips, alors que les Britney Spears, Spice Girls et compagnie à cette époque n'ont aucun problème à s'associer à des marques. Du coup, en Independent Woman, c'est la mère de Beyoncé ainsi que son oncle qui vont designer, coudre et faire les tenues de scène pour les filles. I wanted to be a little more glamorous, and my mom was like, let's do an old 40s suit. So she designed it. This is on our line. Alors c'est en même temps trop bien de faire ça en famille, ça donne une authenticité. On peut trouver ça mignon tout ça, mais quand on lit bien entre les lignes, on se rend compte que c'était par nécessité, car elle n'avait pas le choix. Le 25 avril 2001, le groupe sort son 3e album, Survivor. Le morceau titre qui va aussi faire un carton est dans la même veine que Independent Woman. Selon l'anecdote, Beyoncé aurait écrit la majeure partie de Survivor durant un vol pour un concert en première partie de Christina Aguilera. Elle explique que le morceau parle de ce que la survie signifie pour les femmes et à quel point il est difficile d'en être une lorsque certaines personnes essayent de vous rabaisser. Si je vous parle de ça, c'est que ça fait écho à ce qu'on vient de dire. Mais Beyoncé fait également référence aux problèmes récents rencontrés au sein du groupe et leurs conséquences médiatiques, et même plus largement à toutes les critiques qu'elles ont pu recevoir et comment elles sont parvenues à les surmonter toutes seules. L'imagerie du clip est dans la droite lignée de Independent Woman. Les 3 femmes sont survivantes d'un naufrage et sont représentées en véritable Amazone sur une île déserte. On sent déjà qu'à travers sa musique, elle veut faire passer des messages, que rien n'est laissé au hasard, parce qu'elle en a des choses à dire. Sur le même album, on a aussi Nasty Girl qui fera également l'objet d'un clip. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en lisant les paroles, Nasty Girl défend le droit pour les femmes de pouvoir s'habiller sexy, mais tout en restant classe. Avec le recul, on pourrait y voir la reproduction des codes du patriarcat plutôt qu'une émancipation, mais on va pas rentrer dans ce débat, faut arrêter de faire genre. Beyoncé n'a que 20 ans, et la Beyoncé actuelle, féministe et moderne, elle n'est pas encore née. En parallèle de Survivor, les 3 chanteuses, poussées par le père de Beyoncé, ont commencé à développer leur premier projet individuel. Michelle Williams sort en 2002 un premier disque de gospel. De son côté, Kelly Rowland signe le premier single numéro 1 d'une Destiny's Child en dehors du groupe grâce à un featuring sur un titre de Nelly.
puis Beyoncé dans tout ça, Make me believe I should postpone my goals. He got tricks up his sleeve. bah rien de tout ça. Elle va commencer par des rôles dans des films. Le premier en 2001, dans le téléfilm musical Carmen, Hip Hop Era, mais surtout dans son rôle de Foxy Cléopatra dans la comédie Austin Power Goldmember. Comédie pour laquelle elle enregistre également son premier titre en solo, Work It Out. Donc là, officiellement, on peut dire que la carrière solo de Beyoncé vient de commencer. Un peu plus tôt, on est obligé d'en parler, mais Beyoncé va aussi faire une rencontre déterminante dans la suite de sa vie. Je parle bien sûr de Sean Corey Carter, plus connu sous le nom de Jay-Z. Bon, alors il y a pas mal d'infos divergentes sur les dates exactes de leur première rencontre, leur premier flirt, etc. Parce que les deux stars vont attendre plusieurs années avant de dévoiler leur relation. Il faut dire que Beyoncé est encore adolescente à l'époque et que le rappeur a 12 ans de plus qu'elle. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas du goût du daron de Beyoncé. Beyoncé a avoué en 2008 dans les colonnes du magazine Seventeen qu'ils s'étaient rencontrés en 99 alors qu'elle avait tout juste 18 ans à l'occasion de son duo I Got That avec Amil, une rappeuse qui était la protégée de Jay-Z. Jennifer Lopez always looks great. Rihanna's been looking beautiful. Let me think of a guy. Jay-Z. He looks pretty good. Looks pretty good. Okay, enough of him. Bon, après de son côté, Jay-Z lui parle de leur participation au MTV Spring Break Festival à Cancun comme genre étant l'une de leurs premières vraies rencontres. Bref, peu importe, c'est pas un scoop, les deux loustics s'aiment beaucoup visiblement, et c'est le début d'une longue relation qu'ils vont entretenir. Beyoncé apparaît d'abord sur le single de Jay-Z, Bonnie and Clyde, où ils reprennent pour l'anecdote sur les conseils de Kanye West, un sample et les paroles du refrain de Me and My Girlfriend de Tupac. All I need in this life is sin, it's me and my girlfriend. All I need in this life is sin, it's me and my girlfriend. À l'origine, la petite amie Bonnie de Tupac est une métaphore sur un flingue, mais détournée par Jay-Z et Beyoncé, la référence au couple de gangsters semble avoir une toute autre signification maintenant qu'on connaît la suite de leur histoire. Enfin bref, à partir de là, on arrive en 2003, et là les choses sérieuses commencent. Ce titre, on ne le présente plus. Il sera un mois plus tard sur le premier album solo de Beyoncé, Dangerously in Love. Avec ses plus de 6 millions de ventes rien qu'aux US, ça reste à ce jour l'un des singles les plus populaires de Beyoncé. Le morceau est aussi un énorme succès critique. Il a depuis été cité parmi les meilleures chansons des années 2000 par un bon nombre de journaux musicaux, comme Pitchfork, qui le classe en 4ème position, ou encore le magazine NME et Rolling Stone, qui le mettent carrément à la première place. Rolling Stone, c'est une institution aux États-Unis, désignera même Crazy in Love en 2021 comme l'une des 20 meilleures chansons de tous les temps. Et ça, c'est plutôt pas mal comme succès pour débuter une carrière, si vous voulez mon avis. Mais du coup, ça place la barre très haut pour la suite justement. Heureusement, Dangerously in Love sera à la hauteur des attentes puisque l'album se vendra à près de 11 millions d'exemplaires dans le monde et avec d'autres singles hyper populaires comme Naughty Girl et bien sûr le hit de l'été 2003, Baby Boy. Baby boy, stay on my mind, fulfill my fantasy. D'ailleurs, en ce moment même, c'est toujours à ce jour l'album le plus vendu de Beyoncé en solo. Et après ça, vous en doutez, ça va très vite pour elle. Elle a l'honneur de chanter l'hymne national américain au Super Bowl, dans sa ville natale de Houston. C'est une petite consécration, ensuite elle explose littéralement les scores aux Grammys grâce à son album. Dangerously in Love, Beyoncé! This is unbelievable. Performing was enough for me. I'm just so honored. I want to thank the Grammys for giving me this wonderful opportunity. This was my first record as a solo artist. Elle remporte pas moins de 5 récompenses, on va faire un compteur de Grammy juste en haut à droite. Elle rejoint ainsi, à ce moment, aux côtés de Lauryn Hill, Alicia Keys ou Norah Jones, le cercle très fermé des artistes féminines autant récompensées au cours d'une seule cérémonie. À côté de ça, maintenant que Beyoncé, elle est lancée en solo, tout le monde se disait « ça y est la meuf, maintenant elle sort avec Jay-Z, elle calcule plus ses potes, elle va flex, elle a oublié tout le monde est mauvais, blablabla. » Et hop, en surprise, alors que ça la voyait en chelou, Beyoncé se réunit avec Kelly Rowland et Michelle Williams pour sortir en novembre 2004 leur dernier album en tant que Destiny's Child, avec comme single principal Lose My Breath. Comme un clin d'œil à leur nom de groupe et à leur incroyable parcours, le disque s'intitule Destiny Fulfilled. Hop, voilà la traduction. Chacune a percé en solo, même si Beyoncé plus que les autres, c'est sûr, mais dans la symbolique, il y a une sorte de mission accomplie. Elles feront ensuite leur tournée d'adieu, en Asie, en Australie, en Amérique du Nord, et puis ils sortiront un best-of et un ultime album live, Live in Atlanta, à la suite duquel elles annonceront leur séparation définitive, la fin d'une époque.
En 2005, Beyoncé et sa mère Tina, qui confectionnaient déjà depuis des années les costumes des Destiny Child, lancent leur projet commun de ligne de vêtements, House of Deron. La marque est annoncée en fanfare dans l'ultra populaire émission d'Oprah Winfrey. We're about to see, for the first time, Beyoncé and Tina's new fashions. You all might recognize Beyoncé's first two models. Come on out. Et là, c'est parti. Beyoncé interprète en français la chanson des choristes aux Oscars. Pas grand chose à faire de cette anecdote, juste, ça existe. En 2006, Beyoncé apparaît dans 2 nouveaux rôles au cinéma, le premier dans La Panthère Rose, où elle joue Xania, une pop star, et le second dans Dreamgirls, un long métrage inspiré de la vie du groupe culte de la Motown, The Supremes. En 2006, Beyoncé sort enfin son 2e album. Il est intitulé B-Day, écrit comme ça, et non pas le bidet, parce qu'il sort le 4 septembre, soit le jour de son 25e anniversaire. 25. L'album est porté par son plus gros hit à l'époque, Irreplaceable. Le titre détient le record du nombre de semaines à la première place pour une chanson de Beyoncé en solo. Et tout single confondu, il arrive juste derrière Independent Woman partie 1 des Destiny Child, qui lui était resté 11 semaines. Ce titre parle d'une rupture avec un homme infidèle, mais sans le drama habituel. En gros, l'histoire de ce morceau, c'est Beyoncé qui vire son ex de chez elle, et qui dit « un de perdu, 10 de retrouvé, je peux te remplacer quand je veux, dégage de chez moi ». En gros. Dans ce morceau, on y retrouve aussi la thématique de l'autonomie financière. Et ça va même plus loin parce que Beyoncé renverse totalement les stéréotypes, c'est elle qui est riche et qui entretenait son ex. À ce stade de sa carrière, on voit déjà qu'elle a vraiment une manière à elle d'aborder ses relations avec les hommes. Ce ne sont jamais des chansons où elle s'apitoie sur son sort. Au contraire, ce qu'elle a envie de mettre en avant, c'est sa combativité et sa capacité à aller de l'avant. En plus de ça, le clip fait figurer pour la première fois Sugar Mama, un groupe 100% féminin qui accompagne Beyoncé, non seulement sur l'album, mais aussi pendant sa tournée, en 2007, The Beyoncé Experience. Bref, le message est clair, les femmes peuvent s'en sortir sans les hommes. Mais Irreplaceable n'est pas le seul titre à parler d'infidélité. C'est aussi le cas de Ring the Alarm, le 2e single extrait de B-Day. À force, le faisceau d'indices commence à attirer l'attention, et on se demande déjà à l'époque si Beyoncé ne parlerait pas en fait de Jay-Z. Il y a même eu des rumeurs en 2005 qui parlaient de Rihanna, d'une prétendue jalousie de Beyoncé parce que la jeune chanteuse bosse avec Jay-Z, pour rappel. Mais Beyoncé, interviewée à l'époque par New York Mag, dément toute référence à Jay-Z dans ses chansons sur l'infidélité. Elle déclare « Je vis pas du tout cela dans ma vie en ce moment, mais j'ai déjà vécu. Et je voulais faire un disque auquel les femmes pouvaient s'identifier, tout simplement. » Et à l'époque, il y a plein de gens qui ont du mal à assimiler que un chanteur ou une chanteuse, ils peuvent te raconter une histoire, ils sont pas obligés de raconter ta vie tout le temps. Mais vous connaissez les gens, ça les convainc pas, ils sont en mode ouais, elle fait trop genre, etc. Alors qu'elle avait bel et bien vécu ça avec son ex Lindal. On a également 2 titres qui viennent s'ajouter au répertoire féministe de Beyoncé. Sugar Mama par exemple est aussi le nom d'un morceau de l'album, inspiré de funk, du rock, de la soul des années 60. L'année qui suit, Beyoncé entre un peu plus dans la légende en devenant la première femme à remporter le prix d'excellence de l'artiste international au American Music Awards, l'une des 3 cérémonies musicales les plus importantes aux USA avec les Grammy et les Billboard Music Awards. I'm so blessed to wake up every morning. I love you too. Bon, je suis d'accord que nous en France on n'est pas hyper familier avec ces prix-là, et pour montrer un petit peu le niveau de reconnaissance que ça représente, parmi les seulement 5 artistes qui ont eu ce prix-là avant elle, il y a du Michael Jackson et du Led Zeppelin. C'est plutôt bon signe. Bref, et pour couronner le tout, l'album B-Day, comme son prédécesseur, est élu meilleur album R&B au Grammy. Le 4 avril 2008, la chanteuse épouse Jay-Z. Alors que je le rappelle, ils n'ont jamais réellement parlé publiquement de leur vie de couple. Évidemment, ils décident de se marier en toute discrétion et la cérémonie se déroule dans l'un des appartes de Jay-Z. Évidemment, parmi les proches, il y a Kelly Rowland et Michelle Williams, et évidemment, Beyoncé porte encore une robe confectionnée par sa mère. Donc quelque chose de simple. Et enfin, parce qu'ils sont très simples en fait, ces gens-là, ils font quand même importer 70 000 orchidées de Thaïlande pour la cérémonie, parce que c'est la fleur préférée de Beyoncé. Je trouve ça juste drôle. C'est de la simplicité, mais en très grosse quantité, tu vois. La star sort également son 3e opus, qui va être encore une fois numéro 1 aux USA, et pour cause, I Am Sasha Fierce, comme il s'intitule, comporte 2 des plus gros hits de toute sa carrière.
L'album est divisé en deux parties. I Am, qui est une collection de ballades avec des éléments folk et pop rock, et Sasha Fierce, qui est la partie la plus rythmée dans un style entre l'électro et la musique urbaine. Mais malheureusement, hormis quelques singles, le disque est un peu boudé par la critique. Il y a quand même un élément intéressant à ce disque, c'est que I Am, c'est censé représenter la personnalité de Beyoncé, la vraie Beyoncé, celle de la vie de tous les jours, etc., que du coup le grand public ne connaît pas trop. I've been alone when I'm surrounded by friends. How could the silence be so loud? I bottle all my hurt inside. I guess I'm living a lie. Et de l'autre côté, il y a Sasha Fierce. Et Sasha Fierce, en fait, c'est juste le personnage qu'elle s'est créé, son alter ego. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, Sasha Fierce, c'est une sorte d'alter ego sexy et sûr de lui. Beyoncé dit s'être créé cet alter ego à l'époque de Crazy in Love pour surmonter son trac sur scène. Parce que Beyoncé reste quelqu'un de pudique, qui n'aime pas parler en public, et lorsqu'elle est sur scène, c'est comme si son alter ego qu'elle s'est créé prenait le contrôle. Well, I guess if we keep on practicing and we keep on performing, every time we get better and the stage fright just fades away. Elle explique au magazine 17 dans une interview évoquée plus tôt: j'ai été une fille grunge, bon chic bon genre, haute couture, j'ai eu toutes les coupes de cheveux possibles et inimaginables, j'essaie toujours de nouvelles choses. Mais en ce moment, j'ai décidé d'être qui je suis vraiment. Je porte mes cheveux raides sans aucune extension, je mets moins de maquillage, je mets pas de fossiles, juste pur et honnête. Je suppose que plus vous êtes confiante et à l'aise avec vous-même, plus vous avez le courage de vous révéler. Le premier disque, I Am, constitue donc une première étape dans son évolution personnelle et artistique, et le personnage de Sasha Fierce sert encore de justification à son identité de pop star et vient donc contrebalancer le côté plus vulnérable d'I Am. Mais à ce moment-là, on sent déjà une volonté de se démarquer de l'image qu'elle s'est créée pour commencer à être juste elle-même. Et ce changement, ça va être un truc déterminant dans sa carrière. Son année 2009 va principalement être marquée par une gigantesque tournée de 110 dates à travers tous les continents. Le I Am World Tour qui rapportera près de 140 millions de dollars. Et encore une fois, Beyoncé fait preuve d'un perfectionnisme presque abusif. Elle vérifie tous les aspects du show. Les costumes, les lumières. Les anecdotes racontent que tous les soirs, elle revisionne le show qu'elle a fait pendant 6 mois pour le perfectionner tous les soirs un petit peu mieux. Et en fait, ça traduit juste genre le mental de la meuf en fait. Et plus même le millimètre de choses qui bougent est de mieux en mieux, plus à la fin en fait t'as des shows qui sont incomparables et qui ont créé son lore aussi, tu vois. Bon, et puis après la suite logique, c'est qu'elle va prendre de plus en plus de place dans la pop culture en général, de faire des pubs pour de l'eau. This is my water. Jusqu'à chanter pour le bal d'investiture de Barack Obama, voilà par exemple. Donc un spectre très large. D'ailleurs, allez, anecdote marrante, elle y interprète At Last, le morceau d'Etta James. Et Etta James, c'est une chanteuse qu'elle incarnera justement dans le film Cadillac Records, sorti en 2008. C'était juste, je trouvais le clin d'œil cool. The Guardian, cette année-là, la décrit comme la plus grande artiste de la décennie. Voilà quoi, ça pourrait même s'arrêter là, puis voilà, on se dit oh putain c'est cool, j'avoue c'est bien et tout. Mais ça ne s'arrête pas là. Février 2010. Beyoncé annonce dans une interview qu'elle a décidé de tuer son personnage Sasha Fierce. Sasha Fierce is done. She's over? I don't know. I killed her. Yes. Really? Yeah. Bah pourquoi? C'est con, tu viens de le... Ça y est, on vient de capter et tout, le truc et tout, et tu te pètes le délire. Quand elle dit qu'elle le tue, bon, c'est un peu d'une manière symbolique, mais elle a jamais vraiment trop tué Sasha Fierce. Mais si tu lis entre les lignes, elle a juste suffisamment mûri et gagné en confiance pour s'assumer en tant que Beyoncé. Même si les fans diront qu'il y a toujours une petite partie de Sasha Fierce, etc., etc. Et puis voilà, et après sa tournée, bah, elle est épuisée quoi, ça y est, là elle a donné, elle t'a fait un rush de fou furieux, elle va un peu se reposer là, ça y est, et elle a raison, elle a le droit. My life was award shows and tour buses and hotels, and after I finished the last tour, I was a bit overwhelmed and overworked, and my mother was the person that preached to me and almost harassed me. Durant son année off, elle fait quand même 2-3 petits trucs cool. Elle tourne un clip à Rio avec Alicia Keys, qui sortira jamais, bref. Et puis aussi, elle apparaît sur un petit morceau à la con, là. Comment ça s'appelait déjà, ça? Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls 'cause I'll be dancing. On a peu de
peut-être pas tous la même définition de petite année de off. C'est le genre d'année off un peu rentable. Et puis bon, c'est juste la vague qui continue pour elle, avec une nouvelle consécration pour la chanteuse. Cette même année, elle pulvérise le record féminin de Grammys, obtenu en une seule cérémonie, qu'elle détenait depuis 2004, à égalité avec Lauryn Hill, Alicia Keys ou encore Amy Winehouse, en remportant pas moins de 6 trophées sur 10 nominations. Seule Adele l'égalera en 2012. Voilà pour l'année sabbatique finalement. J'aurais pas fait ça moi. Le 28 mars 2011, Beyoncé se sépare de son manager, son père Matthew Knowles, qui gérait sa carrière depuis ses débuts. I do plan on producing and I plan on, in the future, hopefully getting my own record company and my own production company. Managing like my dad. He manages us and he does a great job. I love you, Dad. Si les raisons de cette décision sont pas clairement évoquées, on peut les deviner. Petit 1, il est en instance de divorce après avoir trompé sa femme, donc bon, grosse ambiance dans la famille. Petit 2, Beyoncé est maintenant à la tête d'un empire à plusieurs centaines de millions de dollars. Petit 3, Beyoncé a 30 ans, et ça y est, il est temps de s'émanciper de papa. Et ce changement, je le trouve quand même important parce que je pense qu'il marque un tournant pour elle, et aussi pour ses nouvelles ambitions. Si je vous dis ça, c'est parce que c'était déjà à peu près ce qu'elle disait dans une interview en 2009 à The Guardian. Au début, je faisais tout pour que le groupe atteigne ne serait-ce qu'un demi-million de ventes, et maintenant je veux créer quelque chose dont je serai fier dans 20, 30, 40 ans, quelque chose qui survivra à ma propre existence. Les choses qui me passionnaient autrefois ne le sont plus, donc j'essaye toujours de me challenger. Et vous allez voir que ce besoin sans cesse de vouloir repousser ses limites créatives, ça va être son nouveau leitmotiv et peut-être même la définition, le moteur de la suite de la carrière de Beyoncé. Le 24 juin 2011, Beyoncé sort son 4e disque, sobrement intitulé 4. C'est à la fois le numéro de l'album mais aussi le chiffre fétiche de Beyoncé. Un numéro fétiche à la con, elle est née un 4, elle s'est mariée un 4, voilà, tu vois, de la superstition. 4 est assez important car on peut le considérer comme un disque de transition. Il contient les prémices de ce qui va vraiment faire évoluer Beyoncé entre guillemets, de simple star de la pop à une artiste non seulement populaire mais aussi à l'immense succès critique. L'opus marque le passage à un nouveau style musical. C'est le début des années 2010 et le R&B tel qu'on le connaissait à ses débuts, un son très spécifique de la fin des années 90, début 2000, commence à être un peu passé de mode. Beyoncé aurait juste pu suivre les tendances, mais elle va chercher, comme elle le dit, à incorporer beaucoup plus d'instruments live dans ses nouveaux morceaux pour créer son propre genre de musique. La chanteuse nous dit en fait être inspirée par tout type de musique. Selon elle, c'est ni du R&B, ni de la pop conventionnelle ou du rock, c'est un mélange un peu de tous les genres musicaux qu'elle aime. Elle cite ainsi parmi ses influences des artistes tels que Lauryn Hill, Stevie Wonder, Prince, Fela Kuti, et encore et toujours Michael Jackson. Dans cette démarche-là, la presse va évidemment saluer l'album, et cet album même est encore peut-être désigné aujourd'hui comme le meilleur de Beyoncé, en tout cas par la presse écrite, etc. Alors que c'est en même temps celui qui se vend le moins bien. Mais une fois de plus, si je dis ça, c'est parce que les stats, c'est amusant, ça pose un contexte, tu peux relativiser des succès, etc. Ça te permet de quantifier quelque chose qui est inquantifiable. Mais n'oublions pas qu'un succès d'estime aura toujours plus de valeur qu'un succès commercial. Et donc du coup, là, elle rentre encore dans une autre boucle, dans une autre sphère, et elle perfectionne juste son art, en fait. Tu vois. Les singles non plus ne se classent pas aussi bien que ceux des précédents albums, et pourtant parmi eux il y a un titre vraiment emblématique de la carrière de Beyoncé et de son engagement pour la cause des femmes, Run the World. Pour Kevin Allred, l'auteur de ce livre, si Sasha Fierce est officiellement morte, entre guillemets, on retrouve encore son aura et son énergie dans ses messages politiques. Il y a encore une fois dans les paroles l'idée d'empowerment et une invitation pour toutes les femmes à être indépendantes. Beyoncé célèbre donc à la fois les femmes et, comme on l'a déjà dit, ses racines non seulement texanes mais aussi africaines. La représentation des cultures noires va d'ailleurs devenir un élément important de son discours. Dans Run the World, ça passe notamment par une chorégraphie mythique créée par Tofo Tofo. Tofo Tofo, c'est un trio de danseurs du Mozambique que Beyoncé a déniché sur YouTube, voilà, et dont elle a adoré notamment le footwork, c'est-à-dire la façon unique de bouger leurs pieds. Et du coup, Beyoncé les invite spécialement pour le tournage du clip. I had
Every dancer, every choreographer, every really talented dancer tried to do the dance, but they just couldn't do it like Tofu Tofu. Bref, avec Four et Run the World, on passe un cap qui redéfinit un peu le travail de Beyoncé pour toute la suite de sa carrière. La musique, les visuels, et plus uniquement les paroles, vont être désormais au service du discours porté par la chanteuse. Ce qui fait que ses clips vont davantage ressembler à des courts-métrages, avec un storytelling, un concept, des références culturelles, historiques et de multiples symboliques. Sit back and watch. Tonight I'm gonna dance with you. L'année 2011, c'est aussi l'année où elle reçoit peut-être le prix le plus prestigieux de toute sa carrière. Elle reçoit des mains de sa mère au Billboard Music Award le prix de l'artiste du millénaire. Moi je respecte, elle mérite et tout, mais millénaire pour de vrai? Il est pas abusé ce titre? T'es l'artiste sur les 1000 ans. C'est quoi ça? Il y a un mec qui a validé le nom, c'est fou. L'explication, c'est peut-être parce que c'est la première fois que Billboard délivre ce prix. Seuls Whitney Houston et Britney Spears le recevront à leur tour. À cette occasion, Beyoncé délivre une performance révolutionnaire de Run the World, qui là aussi va totalement redéfinir sa façon de faire des lives. Pour sa première collaboration avec l'agence de graphisme new-yorkaise Think Breath Live, l'artiste danse en parfaite synchronisation avec des motifs, des doubles numériques d'elle projetées sur un écran géant. Dans la salle, c'est une standing ovation, personne n'a jamais vu un truc pareil, et le message est clair, Beyoncé est devenue la nouvelle reine de la pop, et ce n'est que le début d'un long règne. Girls. 2012 commence avec un heureux événement pour Queen Bee et Jay-Z. Le 7 janvier naît la petite Blue Ivy, leur premier enfant. Beyoncé avait d'ailleurs dévoilé cette grossesse l'année passée au MTV Music Award, à la fin d'un live devenu célèbre, où elle se contente de se frotter le ventre pour annoncer la nouvelle. L'arrivée au monde de Blue Ivy se passe très bien. Sa naissance est tout ce qu'il y a de plus banal, dans une maternité de New York privatisée pour 1,3 million de dollars. On peut s'arrêter 5 secondes sur juste cette info. Je veux la maternité entière pour moi. Je veux personne, je veux pas croiser de gens en fait, madame. Enfin madame, il y a peut-être d'autres femmes qui vont accoucher, on peut pas faire ça. Elles n'ont qu'à accoucher demain. À part ça, la sortie de son 5e album va provoquer un coup de tonnerre dans l'industrie musicale. Cet album, avec un nouveau titre très sobre, juste Beyoncé en lettres roses sur fond noir, va en tout cas provoquer un coup de tonnerre et dans l'industrie, et auprès des fans, je trouve plutôt dans le bon sens. Déjà, l'album sort totalement par surprise le 13 décembre sur iTunes Store. Le but était initialement de garder secret jusqu'au dernier moment la conception du disque, en raison du leak de son précédent album qui s'était produit un mois avant sa sortie officielle. Beyoncé explique qu'elle souhaite que l'écoute d'un album redevienne une véritable expérience, comme à l'époque de Thriller de Michael Jackson. Maintenant, les gens n'écoutent que quelques secondes d'une chanson sur des AirPods, ils ne s'investissent plus réellement dans un album entier. People don't make albums anymore. They don't make albums. They just try to sell a bunch of little quick singles and they burn out and they put out a new one and they burn out and they put out a new one. People don't even listen to a body of work anymore. À cette époque-là, ça en devient et un geste artistique et en même temps une stratégie marketing ultra novatrice. Bref, aujourd'hui c'est banal, mais c'est toujours bon de le rappeler qu'il y a toujours des gens qui initient un peu tout ça. Ensuite, la chanteuse sort en même temps 17 vidéos pour accompagner toutes les chansons de l'album, et ce afin de raconter une histoire. Et enfin, elle sort le disque un vendredi, dans le but, selon le journaliste Taylor Crumpton, de l'écouter le week-end, pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience. C'est aussi simple que ça, mais fallait y penser. Encore une fois, ça a un impact énorme sur toute l'industrie, et sans le vouloir, elle va forcer l'industrie du disque à décaler le jour de sortie officielle des albums, qui jusque-là était fixé au mardi. Carrément. Sa stratégie a tellement choqué qu'elle arrive en patronne. C'est ça qui me plaît, moi. La sortie de cet album-là génère plus de 1 million de tweets en une demi-journée. Plus de 1 million de ventes en première semaine. Je vous rappelle qu'on parle quand même du Twitter de 2012. Et je suis assez vieux pour vous dire que ces chiffres-là, en 2012, c'est monstrueux, en fait. Du côté de la critique, le succès est aussi fulgurant. Il fera définitivement entrer Beyoncé dans la légende, en étant cité dans les tops des meilleurs albums de la décennie 2010 par des tonnes de magazines musicaux, Pitchfork, Stereogum, Billboard ou encore Rolling Stone, qui le classe même 81e meilleur album de tous les temps. Côté musique, on y trouve de nouvelles influences trap, qui est un petit peu le genre en vogue dans le rap à ce moment-là. Mais il y a
aussi des influences électroniques et de R&B alternatif avec des structures de morceaux beaucoup plus complexes que l'habituel couplet-refrain. Elle explore un côté beaucoup plus expérimental qui va poser les bases de ce que vont être ses futurs albums. Niveau paroles, on retrouve encore et toujours des thèmes féministes, avec des réflexions sur les standards de beauté ou encore les problèmes de couple. Le titre Flawless sample un passage d'une conférence TED de 2011 intitulée We Should All Be Feminists. We say to girls, you can have ambition, but not too much. We say to girls, you can have ambition, but not too much. Elle résonne particulièrement avec le parcours de Beyoncé, qui a justement fait tout l'inverse et s'est battue pour en arriver là. A noter que le morceau, très autobiographique, contient aussi un extrait du passage Girls Time à Star Search. Et je sais qu'on pourrait s'en battre les couilles, mais c'est le genre d'anecdote cool à avoir. Bref, ce self-title est une œuvre d'art totale, et c'est la preuve ultime de l'indépendance artistique qu'a acquise Beyoncé. Même une grande star de la pop qui doit habituellement suivre le calendrier fixé par sa maison de disques peut décider de balancer son album comme ça, sans faire de promo, et de sortir d'un coup 17 clips. 2013 sera aussi pour Beyoncé l'année où elle va réitérer sa participation à 2 événements d'envergure nationale, l'investiture d'Obama pour son second mandat, où elle y interprète l'hymne américain, mais aussi la mi-temps du Super Bowl, où elle invite ses potes de Destiny's Child à chanter Independent Woman et Single Ladies. Dans cette performance, on la voit aussi danser sur un écran LED géant, accompagné par ses doubles numériques, et c'est à nouveau un visuel signé Think Breath Live. Dernière preuve de son statut, si on en avait encore besoin, le magazine Forbes la classe 17e dans la liste des femmes les plus puissantes du monde. En juin 2014, alors qu'elle vient de terminer une des tournées mondiales les plus lucratives de tous les temps, avec pas moins de 132 dates, Beyoncé enchaîne avec une nouvelle série de 21 concerts, On the Run Tour. Cette fois-ci, elle est en duo avec Jay-Z. Leur dernière date se fera d'ailleurs au Stade de France, avec même Nicki Minaj en invité. Au total, les 2 tournées rapporteront près de 340 millions de dollars. Mais dites-vous que son show le plus marquant de l'année, ce sera pas celui-là, ce sera celui des MTV Music Awards, où elle va y avoir un discours féministe qui va beaucoup marquer les esprits. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Feminist. Si on le replace dans son contexte, un discours comme ça à cette époque, ça émancipe une parole qui jusqu'à maintenant était tue. Et la manière dont elle le fait, c'est avec plus de ferveur que n'importe qui à l'époque. Le mot est écrit en lettres géantes lumineuses, avec en accompagnement le fameux discours de Chimamanda Ngozi Adichie, la meuf qui faisait le TED, utilisé comme sample dans Flawless. Ça va permettre de mettre en avant la cause féminine comme jamais ça avait été fait auparavant, et ça aura un impact énorme sur l'évolution du mouvement dans les années suivantes. Après l'utilisation des visuels numériques, c'est un autre tournant majeur dans sa manière de concevoir ses spectacles. Désormais, ils seront aussi politiques que ses albums. Après une autre année bien remplie, Beyoncé gagne 3 nouveaux Grammy en 2015, mais ne remporte pas le prix du meilleur album. Vu comme le disque a été acclamé par la presse et par le public, c'est l'incompréhension totale pour beaucoup de monde, en particulier pour Kanye West. 6 février 2016, Beyoncé dévoile ce qui sera sans doute le clip le plus marquant de toute sa carrière, Formation. Alors, il y a trop de symboliques et de références culturelles pour toutes les citer, mais globalement, la vidéo et les paroles du morceau abordent la lutte des femmes noires pour leur émancipation, la reconnaissance de leur talent et la recherche de la justice sociale. Beyoncé invite les femmes à se rassembler et à se coordonner comme un groupe de résistantes. Le clip traduit et esthétise cette métaphore militaire par une chorégraphie ultra millimétrée, et le tout dans une Nouvelle-Orléans sous les eaux, où une communauté laissée pour compte et en proie aux violences policières tente de survivre après le passage de l'ouragan Katrina. Formation référence l'ensemble des combats de Beyoncé en un seul storytelling, de la célébration de ses racines métissées au devoir de mémoire vis-à-vis de ses ancêtres esclaves, en passant par les luttes féministes et queer, et évidemment le mouvement Black Lives Matter. Mais Beyoncé va aller encore plus loin en réinterprétant le single dès le lendemain de sa sortie au Super Bowl aux côtés de Bruno Mars et de Coldplay. Elle y vient accompagnée d'une immense troupe de danseuses habillées en Black Panthers, ce mouvement révolutionnaire des années 60 qui lutte pour les droits des Afro-Américains. Un parti pris osé quand on sait que le Super Bowl c'est un événement très plébiscité par les nationalistes et les conservateurs et que la plupart des performances sont plutôt lisses parce que il y a eu beaucoup trop de scandales. J'ai fait une vidéo sur le Super Bowl si jamais vous êtes curieux. Vous vous en doutez, certains n'ont d'ailleurs pas manqué de réagir à Formation et à cette performance en disant que oui voilà, ça a incité à la haine contre la police parce qu'elle a fait cette performance en plein milieu du mouvement Black Lives Matter, etc. Beyoncé va quand même recevoir une masse de critiques pour ça, mais
tu connais. Parmi les défenseurs des droits civiques, certains pensent aussi que Beyoncé exploite et esthétise les souffrances de populations afro-américaines ou les victimes de l'ouragan Katrina à des fins financières. Bref, cette performance est aujourd'hui la 5e mi-temps la plus vue de tous les temps. Le 23 avril, seulement une semaine après l'annonce d'un mystérieux projet sur HBO, sort son nouvel album visuel, Lemonade, dont est issu Formation. Lemonade reprend les thématiques du single, le militantisme et la célébration des cultures afro-américaines, en particulier du sud des USA. Et elle va poursuivre ses petites ambitions expérimentales. Lemonade va surprendre parce qu'il y a de nouvelles influences musicales comme le blues, la country, le rock, l'americana ou encore le gospel. Et cette ambiance sud des États-Unis se ressent en particulier dans des clips comme Daddy Lessons où Beyoncé est de nouveau à cheval, ou dans les duos avec Kendrick Lamar, The Weeknd et évidemment le rocker Jack White. Et ce style blues, il n'est pas anodin. C'est bien sûr le genre musical historique aux États-Unis pour raconter les traumas de la communauté afro-américaine. Beyoncé s'inspire en particulier de musiciennes comme Shug Avery, Bessie Smith ou encore Sister Rosetta Tarp pour raconter l'expérience des femmes noires. Mais surtout, Lemonade, ça parle d'infidélité. C'est en particulier cette phrase qui va faire réagir les médias et le public. Même si ça va être à nouveau démenti par une co-autrice du morceau, les doutes sur les écarts de Jay-Z ne sont pratiquement plus permis. D'autant plus que des vieilles rumeurs ont ressurgi en mai 2014 avec un leak qui a fait un énorme buzz, des images d'une vidéosurveillance de Solange, la sœur de Beyoncé, en train de passer ses nerfs sur Jay-Z dans l'ascenseur d'un hôtel durant le Met Gala, juste après avoir monté les marches ensemble. Et d'ailleurs Jay-Z en a parlé dans son morceau Kill Jay-Z. You excellent, knowing all along, all you had to say you was wrong. Tout ce storytelling dans Lemonade fait en sorte qu'aujourd'hui, il est considéré comme l'album peut-être le plus personnel de Beyoncé. Le niveau de reconnaissance est tel que Formation devient le titre le plus primé de l'histoire de la musique, devant Thriller de Michael Jackson, et aussi désigné par le magazine Rolling Stone comme le meilleur clip de tous les temps. And I could not have done this without you guys. I dedicate this award to the people of New Orleans. Des fois, vaut mieux rien dire, juste un petit silence et tu... Putain. Fin du suspense, Jay-Z va avouer. Leur mariage a failli voler en éclats, mais ils s'en sont sortis et ont décidé de tout recommencer à zéro. Beyoncé a dû également endurer des problèmes de santé durant sa seconde grossesse, mais après cette période difficile, la famille Carter s'agrandit le 13 juin 2017 avec la naissance de leurs deux jumeaux, Sir et Remy. Une preuve que ça va aller beaucoup mieux entre eux après ça, c'est que les deux amoureux vont se lancer dans une nouvelle tournée commune en 2018, On the Run Tour 2. Et ils vont dévoiler quelques jours après les premiers concerts Everything is Love, leur premier album commun sous le nom de The Carters. Un projet qui est mûri depuis plusieurs années et qui a été une vraie thérapie pour le couple. Ils sortent en même temps le clip de Ape Shit, tourné au Louvre, qui est encore une fois rempli de symboles militants et évidemment de références artistiques. Get off my dick. Hey. Give me the ball, give me the ball, take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night when you say I'll make you famous. La démarche artistique, elle est unique quoi, il y a rien d'autre qui existe. En tout cas cette année-là, ce sera pas forcément ça le temps fort pour Beyoncé. Je pense à son passage à Coachella où elle devient Coachella, thank you for allowing me to be the first black woman to headline Coachella. Elle délivre 2 performances engagées pour la cause noire devant plus de 125 000 personnes et elle y interprète notamment ceci. Qui est considéré comme l'hymne de libération des Afro-Américains. Ce concert événement en 2019 donnera lieu à la sortie d'un documentaire sur Netflix et d'un album live. C'est bien simple, ce Homecoming, comme il est appelé, est décrit comme l'un des meilleurs lives et films musicaux de tous les temps. Voilà. Désolé d'être ingrat comme ça, mais ça y est, on a compris. Tout ce qui est fait, c'est imbattable et imbattu. Et voilà, il en fallait un, c'est Beyoncé. Le temps passe un petit peu, une petite absence, elle a des enfants, une vie et tout, évidemment, vous vous en doutez, le rythme n'est pas aussi effréné qu'en début de carrière, donc on en arrive à juin 2022. Et Beyoncé annonce un nouvel album.
Break My Soul, le premier single dévoilé en amont, devient numéro 1 aux USA et fait de Beyoncé une des 3 seuls artistes de l'histoire avec Paul McCartney et Michael Jackson à obtenir au moins 20 top 10 en solo et 10 en groupe avec les Destiny Child. Le morceau, encore une fois, surprend par ses influences musicales qui puisent dans la danse pop et la house des années 80-90, notamment des communautés afro et LGBT. Les paroles évoquent à nouveau l'idée d'empowerment, mais plutôt contre la surexploitation dans le monde du travail. Une sorte d'appel libertaire qui est pas choisi par hasard car le single sort pendant la période de confinement, et plus particulièrement en plein milieu d'un épisode de démission massif aux USA surnommé The Great Resignation. Break My Soul sample un extrait de ceci. Big Freedia, c'est un artiste non-binaire qui apparaissait déjà sur Formation. People get confused by if I am he or she. Cet artiste est issu de la scène bounce music, un sous-genre queer et underground du hip-hop qui est né et a été popularisé, comme par hasard, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Et je trouve que c'est dans les détails qu'on se rend compte de la richesse d'une œuvre. L'album cherche encore une fois à rendre visibles les cultures et musiques noires et à rendre le mérite de leur création à la communauté. Pour ce projet, elle ne sortira pas de clip. Pas de visuel, peut-être qu'elle aimait plus ses clips, elle a taffé dans le vide, parce qu'on a des preuves qu'elle en a tourné, parce que je vous le rappelle, tout est dans le détail, et Beyoncé est perfectionniste à un niveau où je pense que si c'est pas parfait, on kill le truc. Je le théorise comme ça. La chanteuse va dédier son disque, je cite, à tous les pionniers qui font la culture, ces anges déchus dont les contributions n'ont pas été reconnues pendant bien trop longtemps. Elle va également le dédier à son cousin, le fils gay de sa sœur, qui est décédé du VIH, qu'elle surnommait Oncle Johnny. Renaissance est encore truffée de références culturelles, comme dans le morceau Alien Superstar, où l'on entend un sample d'un discours de l'écrivaine et comédienne Barbara Hunter, qui a été la fondatrice du National Black Theatre à Harlem. We dress a certain way, we walk a certain way, we talk a certain way, we paint a certain way, we make love a certain way. Enfin, il est intéressant de noter que la pochette du disque réutilise la figure du cheval, relookée façon disco pour l'occasion, et on peut le voir comme un nouvel hommage à son Texas natal. Mais c'est aussi et surtout une référence directe à la mannequin Bianca Jagger, prise en photo sur un cheval blanc, un vrai, au Studio 54, un club mythique fin des années 70 à Broadway, un lieu précurseur même pour les minorités qui a accueilli des dizaines et des dizaines de célébrités. Évidemment, malgré l'hommage et la visibilité qu'apporte Renaissance à la culture queer, Beyoncé va quand même faire l'objet d'une petite polémique, l'histoire d'eux. Et pour cause, avant la sortie de l'album, la chanteuse accepte en effet de se produire dans un hôtel de luxe à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Un pays qui est tout sauf accueillant pour les personnes LGBT, puisque là-bas, si t'es homosexuel, c'est passible de 14 ans de prison, voire de la peine de mort. La polémique ne viendra toutefois pas entacher son nouveau succès au Grammy 2023, car elle va quand même y remporter 4 trophées sur 9 nominations, les plus gros scores de la soirée. Et surtout, elle totalise désormais 32 titres et 88 nominations sur l'ensemble de sa carrière, les 2 records dans toute l'histoire de la musique. De tous les temps. Je pense que le compteur là, c'est cool qu'il s'arrête, parce qu'il s'arrête. 32 Grammy. Vous savez que j'ai fait un petit calcul. Un Grammy, ça fait 2,2 kg. Elle a 70 kg de Grammy. Ce qu'elle possède en Grammy est plus lourd que moi. Elle l'avait annoncé auparavant, mais Renaissance devait être l'acte 1 d'une trilogie qu'elle a imaginée pendant le confinement. Cette fois-ci, Cowboy Carter et son premier single Texas Hold'em mettent en lumière un style musical emblématique de son Texas natal, la country. Et c'est pas forcément étonnant quand on voit que Beyoncé portait déjà des chapeaux de cow-boy argentés pour les visuels promotionnels de Renaissance et qu'elle a déjà utilisé ce look western auparavant, comme on l'a évoqué plus tôt dans Run the World. Mais ce qui est intéressant et vraiment novateur, c'est qu'elle va contre l'ordre établi, selon lequel ce serait un genre musical 100% blanc, uniquement créé par et pour les, entre guillemets, rednecks, les paysans un peu conservateurs du sud des US. Beyoncé, honey, you need to stop. How is that supposed to be country? That Beyoncé bullshit country song? Bitch, please. En vérité, un bon nombre d'artistes country blancs du début du XXe siècle ont été influencés par des artistes noirs. Et l'histoire a beaucoup été réécrite à ce niveau-là. C'est une sorte de continuité de rendre à la communauté sa culture. L'un des exemples notoires, c'est un groupe qui a influencé d'ailleurs le titre de l'album de Beyoncé, et qui porte également le même nom que Jay-Z et sa femme, The Carter Family, une famille de musiciens blancs qui s'est directement inspiré du style du guitariste afro-américain Laisley Riddle et des chansons des communautés noires. Step by step,
up to Zion, step by step. I'm gonna sing in the heavenly choir, oh yes. I'm gonna sing in the heavenly choir some of these days. Autre lien direct entre la country et les musiques noires, le banjo est lui-même un dérivé d'instruments d'Afrique de l'Ouest, tels que l'ekonting, le ngoni et le xalam, qui sont importés aux USA par les esclaves. Selon Nicolas Davidos, dans son livre In the Country of Country, que cite Olivier Lam dans sa critique de Kobe Carter pour Libération, la country a répondu à de nombreux besoins. L'un d'entre eux fut un temps de permettre à des blancs pauvres du Sud d'écouter les mélodies de la musique des travailleurs noirs tout en gardant leur distance avec la classe des travailleurs noirs pauvres. Et cette distanciation, elle va conduire dans les années 20 à séparer les productions de country des blancs de celles des noirs, en notant à ces dernières la qualification de musique country pour les renommer les race records. C'est ce qu'on appelle un whitewashing et une invisibilisation des précurseurs afro-américains qui a effacé de l'histoire leur contribution à la country et auquel Beyoncé entend remédier sur Kobe Carter, comme elle avait d'ailleurs déjà fait dans Daddy Lessons sur Lemonade. If you take Hank Williams Sr. for example, he fused the blues with country music. I try so hard, my dear. So it has a very inherently black inspiration in our genre that happened with the godfather of country music. So this started a long, long time ago. It seemed to be that we've gotten away from that somewhere along the way. Elle va ainsi donner la parole à de nouveaux et même à des anciens artistes de country noirs, comme Willie Jones, Linda Martell, Tyner Adel ou Britney Spencer, mais sont aussi invités à la fête une incontournable de la musique country, Dolly Parton, qui elle a plus de 100 millions d'albums vendus, ou encore Miley Cyrus. Beyoncé reprend aussi un titre très engagé pour la cause noire, Blackbird, des Beatles, une superbe version qui est applaudie par Mark Cartney lui-même. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Niveau visuel, la pochette de l'album non seulement fait écho à celle de Renaissance, mais elle a aussi été comparée à pas mal de peintures équestres. Le symbole le plus intéressant, c'est peut-être le cheval lui-même, qui est un lipizzan, une race dont la robe passe en gros du noir au blanc en grandissant. Et là, vous comprenez bien qu'il est difficile de ne pas y voir une référence au whitewashing des pionniers de la country afro-américaine. Une chose est sûre, c'est que c'est ce genre d'œuvre, quand on peut y lire plusieurs niveaux de lecture différents, c'est un exemple de ce qu'est l'art musical. Et pourtant, malgré tout le mal que se donnera Beyoncé pour rétablir la vérité, Kobe Carter suscite la polémique auprès des radios spécialisées conservatrices et de l'industrie musicale de Nashville, qui est la capitale de la country, qui y voit pratiquement de l'appropriation culturelle de sa part. Mais elle peut bien s'en battre les couilles puisque son single Texas Hold'em est arrivé numéro 1 des charts country aux États-Unis et elle n'a pas demandé l'avis de Nashville. L'histoire de Beyoncé, c'est celle d'une artiste qui, dès ses débuts, en tant que pop star, a essayé de faire entendre sa voix et ses combats. À un âge où pourtant la majorité des chanteurs se font un petit peu manipuler par un star system et où ils doivent suivre à la lettre ce que les majors peuvent leur demander de faire, etc. Elle écrit des textes d'une rare maturité sur sa condition de femme afro-américaine et sa détermination à ne rien laisser passer. À côté de Beyoncé, si tu la compares à une pop girl random, je suppose que tu as plein d'exemples de noms qui rentrent plus dans les codes d'une industrie beaucoup plus conforme et beaucoup plus lisse. Dis les noms en commentaire de à qui tu penses. Voilà, je veux créer du débat, je veux créer de la discorde. Dis-moi quelle pop girl pue sa mère. Je rigole un peu, mais pour tous ceux qui jouent le jeu, je vais quand même lire. Moi j'ai 2-3 noms. Si vous dites, je dis. Tout ce qui est perceptible dans les paroles de Beyoncé va également le devenir à travers tout son art. Du storytelling, de ses concept albums jusqu'au visuel, en passant par des costumes, de la scénographie de ses shows, qui sont taillés pour les stades, rien n'est laissé au hasard. Un accomplissement qu'elle ne doit qu'à sa créativité, à un acharnement dans le travail et à un ultra-perfectionnisme, entre guillemets. Et puis les résultats parlent d'eux-mêmes, Beyoncé a vendu plus de 200 millions de disques, albums, singles, équivalent stream, tout confondu, durant toute sa carrière selon les chiffres rapportés par Billboard en 2022. Fun fact qu'on pourrait rajouter, mais Beyoncé, elle va rentrer dans le petit Larousse à partir de 2025. Il y a du coup la définition Beyoncé, définition, ah ok, waouh. L'étape d'après, c'est avoir une rue à ton nom ou un monument, c'est pas mal aussi. Et l'étape encore après, c'est dans les livres d'histoire à l'école, il y a un trait dans la frise chronologique. Mais déjà, le petit Larousse, c'est pas mal. Et du coup, maintenant, c'est quoi la suite ? Parce que,
Beyoncé elle est toujours là quoi. Et bien si vous avez suivi, avec Beyoncé, ça ne sert à rien de spéculer. Il faut laisser ça aux fans, et ils ont raison, c'est stimulant. Elle nous surprendra toujours de toute façon parce qu'elle fournit toujours quelque chose de super millimétré. On ne sait pas grand chose de la suite, on sait qu'il y aura un autre album après Renaissance et Cowboy Carter, vu que c'est une trilogie. La théorie, si les calculs sont bons, c'est la suivante. L'acte 1 c'était la house, l'acte 2 la country, sûrement que l'acte 3 sera le rock, car on le rappelle, c'est aussi un style musical complètement issu de la culture afro-américaine. En faisant cette vidéo, j'en ai appris énormément sur qui est Beyoncé et pourquoi elle est autant respectée, et pour cause, elle est respectable. Elle ne s'est jamais mise sur un piédestal de toute sa carrière, comparée aux autres, elle a toujours fait des bons choix, elle a toujours fait partie de ceux qui font le plus pour sa propre communauté, pour les siens, elle fait ses records sans chercher l'attention, et que tu sois sensible ou non à sa musique, le parcours et le discours devraient inspirer tous les artistes et toutes les personnes à minima sensibles à l'art. J'aimerais finir en disant juste que nous avons de la chance quand même de vivre une époque où il reste encore des artistes de cette dimension-là, donc profitons-en. Bref, moi du coup je suis curieux de voir l'album rock maintenant. N'hésitez pas à spéculer, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à laisser des j'aime, etc. J'aimerais remercier Saïli de nous soutenir, enfin je dis nous, mais de me soutenir moi et soutenir ma chaîne. Moi la seule chose que j'ai envie de vous dire c'est vive l'art, vive la musique, prenez soin de vous et à très vite. La prochaine histoire elle est bien aussi. J'espère que vous serez là aussi parce qu'elle va être comme ça.